bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Vous le constatez, moi aussi j'aime les défis technologiques. Micro-cravate. Alors je vais essayer de ne pas parler trop fort, je vais essayer de faire mon mieux pour vous endormir complètement. Toy Story 4, et je vais vous donner ma critique, mais surtout mon analyse, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant que vous donner juste mon avis de connard. Donc écoutez, je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, je l'ai redit, je pensais que Toy Story 4 ne vivrait pas, ne serait pas à la hauteur de Toy Story 3. J'aimerais vous dire que je me suis complètement planté, mais hélas, Toy Story 4 n'arrive pas à la cheville de Toy Story 3. Il y a plusieurs problèmes, je vais essayer de revenir point par point sur chaque chose, en essayant de ne pas m'emmêler les pinceaux et en essayant au mieux de vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc écoutez, je suis allé voir le film il y a 2 jours. En ressortant de la salle, j'ai ressenti une sorte de vide que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Et en cogitant un peu, je me suis demandé, alors là oui, attention, ça va être spoiland. Full spoilers, rien à foutre, d'accord ? Ceux qui n'ont pas encore vu le film, moi je vais vous donner mon avis, ce n'est pas à la hauteur du 3, d'accord ? C'est un bon film dans l'absolu, mais c'est un film de transition. Mais on s'en fout, parce que c'est tellement un événement. Tout le monde a vu le premier film, enfin beaucoup de gens ont vu le premier film il y a très longtemps, parfois quand ils étaient gosses, dans mon cas au cinéma avec ma mère quand j'étais tout petit. Donc vous allez forcément aller voir Toy Story 4 en dépit de tout ce que vous pouvez entendre sur internet. Là j'ai l'impression que la tendance globale c'est que le film est un pur chef-d'œuvre, limite que c'est mieux que le 3, il n'en est rien, ça c'est mon avis, mais en tout cas là maintenant, je suis obligé de tout vous spoiler, d'accord ? Donc si vous n'avez pas vu le film, partez. On est ok ? Bien. Donc, écoutez, je n'étais pas au courant de certaines affaires assez obscures qui se sont passées chez Pixar entre 2017 et 2018. Ça concerne John Lasseter, donc ça je vais devoir y revenir parce que ça me paraît très important. En fait, il me paraît impensable de parler de ce film sans évoquer ce problème. Donc quand je suis ressorti de la salle il y a 2 jours, je me suis dit putain mais il manque quelque chose, il y a un vide, comment ça se fait que l'émotion qui était présente dans le 3 soit complètement absente de ce 4e opus ? Pourquoi est-ce que je n'ai rien ressenti ? Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que je suis trop vieux pour Toy Story ? Est-ce que je n'aime plus la franchise ? Donc pour être sûr, j'ai revu Toy Story 3 derrière, il est toujours génial, il est toujours exceptionnel et ça m'émeut toujours autant, d'accord ? Et je me suis dit, en cogitant, je me suis dit mais est-ce que ça serait pas finalement une critique de la société actuelle, de la féminisation, etc., etc. Parce que pour ceux qui ont vu le film, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de leads féminins qui étaient complètement absents des Toy Story précédents. Et là, en fait, on te force, on te met dans la gueule des personnages féminins extrêmement importants. Donc Dolly, l'espèce de poupée chiffon qui gère l'organisation des jouets dans la chambre de Bonnie. La poupée qui veut échanger sa boîte vocale contre Woody, donc Gabi Gabi. On a Jessie, la co-girl, qui remplace symboliquement Woody comme jouet préféré à la fin du film. Et on a également Bo la bergère, qui était un petit personnage mignon et gentillet, qui était la copine de Woody dans Toy Story 1 et 2, qui était absente du 3, qui là tout d'un coup s'est transformée en femme fatale, quoi. C'est devenu limite Rambo Lara Croft. Sans aucune justification, à part le fait que c'est un jouet perdu, mais que maintenant c'est une femme forte, d'accord ? À l'image des femmes de maintenant, qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent faire ce que les hommes font depuis toujours, et assumer eux-mêmes leur vie. D'accord, putain, faut pas que je respire trop comme ça, parce que je suis désolé, je sais que ça s'entend dans le micro, j'ai fait quelques tests, j'ai vu que c'était l'enfer. Vous me direz si vous préférez ce micro-cravate ou le micro de la caméra à 300€. Là c'est à 30€, l'ancien c'était 300€. Vous me direz, bref. Dans le pire des cas, vous inquiétez pas, j'ai encore l'ancien micro. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas une critique finalement de la société moderne ? Est-ce que Woody c'est pas un petit peu le symbole du mâle blanc assez ancien ? Parce que Woody c'est un vieux jouet, c'est un jouet des années 50, qui ne se trouve plus à sa place, qui est sur un système un petit peu ancien, on pourrait dire la société patriarcale, qui a des valeurs à l'ancienne, qui est héroïque, et qui se rend compte que finalement cette société, entre guillemets, mais la société représentée par les jouets de la chambre de Bonnie, il se sent plus vraiment en phase avec ce monde-là, et puis ce qu'on peut considérer comme sa patronne, Bonnie, ne joue plus avec lui. Alors que lui fait tous les efforts pour l'amener, pour la tirer vers le haut plutôt, pour la rendre heureuse, voilà. On peut voir ça comme ça. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une critique assez subtile de la société moderne ?
J'ai cogité, je me suis dit, si c'est ça le sens du film, c'est pas inintéressant, pourquoi pas? Parce qu'évidemment, le premier degré de lecture, la lecture basique qu'on peut faire du film, c'est que c'est un film sur le libre arbitre, que les jouets ont leur propre choix, qu'ils peuvent choisir leur vie à eux, qu'il faut pas rester dans le passé, être nostalgique de son ancien propriétaire, etc., etc. Mais ça me semble un peu bancal et pas très intéressant, et surtout, il y avait des thématiques de ce Toy Story 4 qui étaient déjà bien mieux abordées dans les premiers films. Par exemple, j'ai lu certaines personnes qui pensent que c'est un film sur la dépression. Non, le premier film Toy Story est sur la dépression. D'ailleurs, on va y revenir film par film. Ce que pour moi sont chaque Toy Story, ce qu'ils représentent, ce qu'ils ont amené, quelles sont leurs thématiques de fond. Pour moi, le premier Toy Story, c'est un film qui t'apprend à ne pas être égoïste. C'est ça la valeur finale de Toy Story, le premier du nom. Parce qu'on a une opposition entre Woody, qui était un jouet ancien, qui était le jouet préféré d'Andy, et le nouveau jouet high-tech, Dernier Cri, Buzz l'éclair, qui devient le nouveau jouet préféré d'Andy. Du coup, Woody passe par plusieurs phases, la jalousie, la dépression, la haine. À un moment donné, il tente de se débarrasser de Buzz, puis à la fin du film, il se rend compte que ça n'avait pas lieu d'être, qu'il y a de la place pour tout le monde, et que finalement, il ne faut pas être égoïste, il faut avant tout chercher le bien-être de son propriétaire, voilà. Pour moi, c'est ça le message du premier Toy Story. Ensuite, Toy Story 2, c'est un peu plus cryptique. Moi, c'est toujours un film que j'ai vu comme un film de transition qui n'était pas forcément indispensable, mais néanmoins extrêmement bien réalisé. Je vous invite à revoir la scène où il y a le vieux qui vient aider le collectionneur à repeindre, à remettre en forme Woody. Le découpage de cette scène est juste phénoménal, et juste entre parenthèses, aucune scène du 4 n'a ce niveau de découpage, d'accord? Bref, en tout cas, je pense que le 2, c'était un film sur le fait que les jouets ne sont pas éternels, que finalement, un jour ou l'autre, ils vont se détériorer, qu'il faut mieux profiter du présent, de profiter du bien-être de son propriétaire, plutôt que de se voir comme objet de collection, et se rendre compte que finalement, tout a une fin. Voilà, je pense que c'était un petit peu ça le message de fond de Toy Story 2. Toy Story 3, c'est pour moi le message le plus fort émotionnellement. Finalement, arrivé à la fin du film, on se rend compte que les personnages, les jouets, doivent laisser tomber Andy en quelque sorte, parce que lui, il passe à autre chose, il passe dans le monde adulte. Donc tout a une fin. On pourrait dire que c'est un petit peu la même chose que le 2, mais non, parce que là, il s'agit de l'être humain. Il s'agit qu'au bout d'un moment, l'être humain va grandir, il va passer à autre chose, et il faut savoir laisser tomber, il faut savoir aller de l'avant. Il faut pas être en mode 100% nostalgie. Ça, pour moi, c'était le message de fond, et c'était très dur, parce que pour avoir vu le premier au cinéma avec ma mère, quand j'ai vu Toy Story 3, je me suis un peu reconnu dedans. Donc vous savez que je suis encore collectionneur, mais là, je veux dire que je ressemble un peu plus au personnage qui collectionne dans Toy Story 2 que Andy dans Toy Story 3. Je ne joue pas avec mes figurines, je ne joue plus comme j'étais gamin, mais j'y trouve encore un vrai plaisir. Moi, je suis toujours passionné par les figurines. En tout cas, le message véhiculé par la fin du 3 était extrêmement fort, extrêmement touchant. Donc là, moi, je m'étais dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux? Qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter à cette bande de jouets? Vu que normalement, il n'y aura plus Andy, mais si finalement, il revient un petit peu parce qu'il est présent thématiquement dans le film, on voit que Woody pense encore, et surtout, il y a un flashback au début de Toy Story 4 où on revoit Andy. Bref, c'est un peu fanservice, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Mais je me suis dit donc, comment ils vont aller plus loin? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? J'ai retrouvé finalement plein de thèmes qui étaient déjà abordés dans les premiers Toy Story, notamment le personnage de Fourchette, qui est un petit peu comme l'était le personnage de Woody dans le premier film, parce que Fourchette, c'est un petit peu l'inverse de Buzz l'éclair, vous voyez, c'est un petit peu le personnage un peu fait avec des bouts de ficelle qui ressemble pas à grand chose. On pourrait limite dire que c'est une représentation des personnes handicapées actuellement, qu'il faut apprendre à apprécier à leur juste valeur, qu'il faut considérer comme son égal. En fait, c'est pas parce que quelqu'un a un handicap qu'il faut tout de suite mettre des murs et le considérer comme un gogol. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, malheureusement, dans la société actuelle, il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça, que parce que quelqu'un a une paralysie, est diminué, physiquement ou psychologiquement, il faut le considérer autrement. Non, la meilleure solution, finalement, c'est de l'intégrer à la bande. Il n'y a aucune différence. Voilà, de toute façon, ça peut tous nous arriver de perdre un bras, de perdre la vue, de perdre l'ouïe. On va tous vieillir, on va tous mourir. On forme tous une communauté, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, oui, c'est un beau message, mais finalement, j'ai eu le sentiment avec Fourchette qu'on nous refaisait un petit peu le coup du jouet un peu ringard de Toy Story, du premier Toy Story, avec tout de même quelques nouveautés, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le premier jouet do it yourself de la saga, c'est-à-dire qu'en fait il est créé par l'esprit d'un enfant de 3-4 ans, donc ça c'est plutôt bien.
Mais après, moi j'ai aussi vu les envies commerciales des gens de chez Disney et Pixar, et ça je peux pas le voir autrement, c'est que Fourchette, pourquoi il est autant mis en avant dans le film, ce personnage, c'est pour vendre des figurines à la fin. Ça ne poserait pas vraiment de problème, mais bon, on voit bien que c'est un personnage qui est très très simple à faire en figurine, et vous inquiétez pas, ça va leur apporter un max de pépettes, vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est qu'ils ont mis tellement les nouveaux personnages en avant, et ils ont tous une caractéristique commune, c'est que ce sont tous des personnages qui sont très simples à faire en figurine. Ce ne sont pas des personnages qui ont vraiment bénéficié d'un design cherché, approfondi, comme Buzz l'éclair sur le premier film. Vous voyez, Buzz l'éclair, je pense que c'est une figurine qui coûte assez cher à produire. Alors que Fourchette, Gabi Gabi, les deux peluches là, doublées par Jamel et l'autre là, dont j'ai oublié le nom, qui sont insupportables en VF, et Duke Kaboom, donc le motard canadien, ce sont des jouets extrêmement simples. Le design est extrêmement simple et ils sont très très mis en avant dans le film, non pas pour servir le message de fin, la thématique finale, parce que ça je vais y revenir, il y a un gros problème dans l'exécution, mais avant tout pour vendre des figurines, et ça m'a posé problème. Et au-delà de ça, pareil, pour le personnage de Gabi Gabi, qui est un jouet un peu défectueux, qui est un jouet un peu horrifique, cela dit j'ai bien aimé le coup des pantins qui sont directement inspirés de la 4ème dimension de l'épisode Demi. Le personnage de Gabi Gabi, c'est un petit peu comme les personnages horrifiques du premier film, vous voyez, ceux dont on avait très peur, etc., qui appartenaient aux voisins d'en face. Donc pour moi, il n'y avait vraiment rien de nouveau en termes de thématique. En revanche, ce qu'on peut voir comme nouveau, c'est la fin, la finalité, quand il y a la question du libre arbitre, quand Woody doit choisir entre sa nouvelle vie avec Bo la bergère et son ancienne bande de potes, avec qui il a partagé plein d'aventures pendant plus d'une décennie. Dans notre cas, plus de 20 ans, si on s'en fie en fait à l'heure de sortie des films. Ça aurait pu être intéressant, mais le vrai problème, c'est l'exécution de ce choix à la fin. Est-ce qu'honnêtement, vous avez été touché, est-ce que vous avez été déchiré quand Woody préfère partir avec la bergère plutôt qu'avec sa bande de potes, compte tenu du fait que pendant tout Toy Story 4, ils ont été inexistants. Et ça, c'est un immense problème. Regardez par exemple Monsieur et Madame Patate, honnêtement. Est-ce qu'ils ont une ligne de dialogue dans le film ? Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas parlé. J'ai l'impression qu'ils ont été inexistants. Pareil pour Rex. Rex, honnêtement, est-ce qu'il a un seul dialogue dans le film ? J'ai l'impression que non. Peut-être au tout début dans le flashback, le chien, il sert vite fait au début du film pour secourir la voiture, mais on l'entend pas parler, on l'entend rien dire. Buzz l'éclair, alors lui, il est carrément relégué, c'est plus au second plan, c'est au 15e plan. C'est devenu un gentil toutou. Mais à la fin, franchement, quand il dit au revoir à ses potes, dans l'exécution, ils ont tellement pas été là, ils sont tellement en toile de fond distante, qu'en fait, à moins que tu aies revu les 3 premiers Toy Story avant de voir le 4, où là, ça peut te faire un petit truc, quand tu vois le film indépendamment, quand t'as pas revu les 3 premiers depuis quelques temps, quand tu vois Toy Story 4, t'as l'impression que cette bande de potes n'existe plus, elle n'est plus là. En fait, limite, Woody s'entend 10 fois mieux avec les nouveaux personnages, dont évidemment la bergère, dont on comprend qu'il est très content de la retrouver. Avec le flashback bien forcé au début de pourquoi elle est absente de Toy Story 3. En fait, il y avait eu un déménagement, elle était partie, etc., etc. J'ai trouvé ça un peu facile, vous voyez. Et du coup, à la fin, en tout cas, moi, c'est le constat que je peux faire, c'est le seul constat que je peux faire, c'est que j'ai pas été touché. Moi, quand j'ai vu cette finalité, je me suis dit, ouais, ok, mais vous l'avez mal fait. C'est que moi, j'attendais que les personnages, toute la vieille bande de potes, qu'ils soient vraiment importants, qu'ils soient présents, qu'ils soient là. Et alors vraiment, je vous dis franchement, te mettre dans la gueule, te forcer les nouveaux persos. Alors, je crois que vraiment le pire, c'est les deux piafs là, le poussin et l'espèce d'oiseau bleu, les deux peluches. Je ne sais pas ce qu'il en est en VO, mais en VF, là, doublage par Jamel Debbouze et l'autre mec, mais c'est pas possible, c'est insupportable. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que Angèle, que je ne connais pas du tout, je crois que c'est une chanteuse, qui était critiquée parce qu'elle a obtenu un poste pour Toy Story. C'est vrai que moi je ne suis pas pour que certaines personnes dont le métier n'est pas doubleur aient accès aux clés du doublage parce qu'ils sont connus. N'empêche que Angèle, moi que je ne connais pas du reste, je connais pas du tout sa musique, je trouve que ce qu'elle fait sur Gabi Gabi, ça fonctionne, c'est très bien. Mais alors Jamel et l'autre là, insupportable. Moi, il me sortait par les oreilles, les blagues sont forcées, j'y ai pas cru une seule seconde. Par contre, le motard, la Duke Kaboom, avec l'accent canadien forcé, ça m'a fait rire, notamment une scène qui pour moi est totalement référentielle à South Park, je sais pas si c'est volontaire,
Mais la scène où il prend son élan, où il va sauter, et il revoit Jean-Jean, là, son propriétaire, ça m'a fait penser à l'épisode avec Richard dans South Park. Les connaisseurs apprécieront, c'est totalement ça. Bref. Mais vous voyez que ces persos sont pas bien designés. Hein. Le motard, là, du Kaboom, ce genre de figurine, ça fait perpète que ça existe. Ça coûte que dalle à fabriquer. Fourchette, j'en parle pas. Les piafs, pareil. Et Gabi, à moins qu'ils te fassent vraiment une poupée à l'ancienne qui va coûter 500$, je pense qu'ils vont te faire un vieux modèle complètement fauché en plastique. Croyez-moi que ça va leur coûter 0. Hein. C'est autre chose que Buzz l'éclair, dont j'attends encore la copie parfaite. Parce qu'honnêtement, rappelez-vous d'un truc, Buzz l'éclair, on a vu la copie quasiment parfaite dès l'époque de la sortie du premier film, en 95 ou 96. Depuis, en fait, on n'a pas eu vraiment beaucoup mieux. Moi, j'attends le Buzz l'éclair avec la vraie boîte du film, donc la vraie boîte, hein, le vrai packaging. Je ne veux pas les logos Toy Story et Pixar. Je veux la qualité de peinture, je veux exactement toutes les options qu'on voit dans le film. Alors je sais qu'il y en a qui ont les boutons parlants, etc. Il y en a qui ont les ailes dépliantes, il y en a qui ont les petites lettres qui s'allument, d'autres non. Mais c'est en termes de finition, d'articulation, de travail de peinture, on n'a jamais eu, en tout cas moi de ce que j'ai vu dans le commerce, on n'a jamais eu un Buzz l'éclair à la hauteur. Pour pas non plus trop cher, mais encore un vrai Buzz l'éclair avec le vrai packaging à la hauteur de ce qu'on voit dans les films, 200-300€, ça me paraîtrait être le prix pour un collectionneur, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, à la place, ils préfèrent te mettre des persos avec un design complètement naze, qu'on te met dans la gueule, quitte à finalement massacrer la finalité de la narration et de l'exécution. Alors certains me trouveront peut-être un petit peu dur avec le film. Je vais quand même dire que techniquement, c'est hallucinant, c'est bluffant, donc j'ai revu Toy Story 3 derrière, comme je vous dis, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai trop vieilli, est-ce que je ne suis plus dedans? J'ai revu Toy Story 3, c'est clair qu'il y a un gap technique phénoménal entre Toy Story 3 et Toy Story 4. Techniquement, c'est bluffant. C'est incroyable, que ça soit la luminosité, les textures, les animations, c'est incroyable. Pixar, de toute façon, là-dessus, ils sont intouchables. J'en attends pas moins d'eux, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu comme les jeux vidéo. Je suis au regret de dire qu'en fait, la technique, autant sur des films live, ça m'impressionne toujours quand c'est fait en dur, autant sur ce qui est animation en images de synthèse et jeux vidéo, c'est l'époque qui veut ça. Heureusement que c'est de mieux en mieux fait. Vous voyez, c'est le minimum syndical pour un tel budget, j'ai envie de dire. C'est le minimum syndical. Par contre, sur la réalisation, écoutez, moi je ne suis pas animateur, ce n'est pas mon domaine, donc je vais essayer de rester à ma place de critique, voilà, à ma petite place de merde, parce que je ne me permettrai pas de dire que c'est mal réalisé, non. Mais je trouve que c'était beaucoup plus inventif et beaucoup mieux découpé sur les Toy Story précédents, notamment le 2 et même le premier. En fait, je trouve que John Lasseter est certainement un meilleur storyboarder, a plus le sens du cadre et de l'enchaînement des cadres dans une même séquence que le nouveau venu qui s'appelle Josh Cooley, qui fait un taf effectif, fonctionnel. Et il y a certaines scènes que j'ai trouvées excellentes, il y a plein de petites idées, mais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Par exemple, il y a une scène moi qui m'a choqué visuellement, ça pour moi c'est un mauvais découpage, c'est une mauvaise idée. Quand Buzz et les deux piafs essaient de récupérer la clé à la vieille. Quand ils retrouvent la bande, quand ils retrouvent Woody et Boo, etc., qu'ils expliquent comment ils ont obtenu la clé, là en fait tu revois un plan qui s'est déroulé 5 ou 10 minutes avant, au sein d'une nouvelle séquence avec un autre décor. Et ça, c'est très très laid. Ça ne fonctionne pas du tout. Et pareil, quand ils échafaudent le plan pour choper la clé, t'as une succession de plans, de what if, et si on faisait ça, et si on faisait ça, et si on faisait ça. C'est fainéant. C'est toujours le même plan, c'est toujours le même cadre. Et le gag est pas mauvais, hein. Le gag est pas mauvais, mais les piafs sont... Enfin, le doublage est insupportable. Donc peut-être que si je le revoyais en VO, ça passerait mieux. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu feignasse en termes de cadre, là-dessus, vous voyez ? Pas sur toutes les séquences, hein. Il y a des séquences qui sont vraiment très inventives. Mais comparé à Toy Story 1 et 2, qui étaient pourtant techniquement beaucoup moins avancés que ce qu'on peut faire maintenant, honnêtement, en termes de découpage et de cadre, c'était hallucinant. C'était ultra bluffant. Et c'est des films qui ont entre 20 et 25 ans d'âge presque, vous voyez ? Donc ce Josh Cooley, moi je le connaissais pas, je crois qu'il est un peu inconnu au bataillon, comme l'était Lee Unkrich sur le 3, mais Lee Unkrich, j'ai trouvé qu'il avait fait un boulot incroyable. Là c'est très bien, je vais pas vous dire que c'était décevant niveau réel, non, il y a le minimum syndical, mais c'est pas aussi bluffant que le reste des Pixar, même Coco, vous voyez, même Coco qui m'a bluffé en termes de réa. Là je sais pas, je trouve qu'on est un peu en retrait, mais écoutez, après techniquement, en termes de technique, vraiment la photo, les textures,
magnifique, je sais pas comment ils font ça. Le rendu de l'image, c'est de plus en plus photoréaliste, c'est de plus en plus beau, c'est de mieux en mieux éclairé, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, chapeau. Donc rien que pour ça, on peut pas dire que c'est un mauvais film, on voit qu'il y a du travail, on peut pas se résoudre à dire que c'est un film qui a été fait pour le pognon, non. Mais en même temps, il y a un aspect un peu mercantile avec les jouets, même très mercantile, les nouveaux jeux mis en avant. Et je pense qu'artistiquement, le 3 était une telle conclusion, c'était tellement parfait que ce 4 pour moi fait forcer, ne fait pas nécessaire, et surtout moi j'y vois un immense épisode de transition. Moi je n'y vois pas du tout une conclusion, je vois un film qui te pose les bases de ce que seront les futurs Toy Story, parce que je pense qu'ils s'arrêteront pas là. À la fin, quand tu vois que Jessie a remplacé Woody comme jouet emblématique, on peut tout à fait en conclure que finalement on aura un Toy Story 5 avec Jessie sur l'affiche en premier plan, plutôt que Woody qui ne sera plus là et qui fera maximum un caméo. Vous voyez ? Et limite, ce film aurait pu être un spin-off avec Woody, ça aurait pu s'appeler Woody, mais pas Toy Story 4. Pour moi, ce n'est pas la digne suite du 3. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que Pixar m'a rendu exigeant. Pixar, à chaque fois, ils élèvent la barre plus haut techniquement, ils arrivent tout le temps à me bluffer. Et je vais vous dire que pour moi, la référence, ce qu'ils ont fait de plus fort émotionnellement, c'est pas Toy Story 3, c'est là-haut. Là-haut, vous preniez les 5 premières minutes, l'impact émotionnel, et ça, c'est comme... Moi, j'étais dans une salle remplie d'enfants, je me suis dit, putain, ils ont osé faire ça, même Coco, ils ont osé aller aussi loin émotionnellement. C'est juste magnifique. Et donc, j'en attendais autant de ce Toy Story 4. Moi, ils me rendent exigeant, ils m'ont habitué à de la putain de cam. Vous voyez, je ne peux pas aller voir un Pixar en me disant, ah, c'est un petit film sympa de transition, il y a la technique, ça va être rigolo. Non! Quand on passe après Toy Story 3, j'attends que ça soit encore plus fort émotionnellement. Je ne veux pas un bis repetita, je veux pas un film de transition. Je veux un truc putain d'ambitieux. Et ce n'est pas ce que j'ai eu avec ce Toy Story 4. Donc là maintenant, je vais passer à la partie analyse. Donc vous aurez compris que voilà, moi je n'ai pas été fan, je n'ai pas été subjugué, je n'ai rien ressenti. En ressortant de la salle, je n'ai pas été ému, à aucun moment les larmes ne sont montées, je n'ai rien ressenti, j'y ai pas cru. Ça faisait forcer, les nouveaux personnages... Il y avait 2-3 trucs rigolos, mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop mis en avant pour rien. La bande de potes finalement était mise complètement en retrait, quitte à perdre complètement l'impact émotionnel à la fin. Donc je vais pas dire que c'est mauvais, c'est pas un mauvais film, mais c'est un petit film de transition de Toy Story, extrêmement bien fait techniquement, mais certainement pas une suite à la hauteur du 3. Et pour moi, si ça reste le dernier film de la saga, même si je pense qu'il y en aura d'autres, ça va gâcher la conclusion parfaite du 3. Et ça, c'est vraiment dommage. J'avais très peur que ça gâche la conclusion du 3, et malheureusement, en l'état pour l'instant, si les choses restent comme ça, c'est le cas. Voilà, ce n'est pas un film à la hauteur du 3. Donc, écoutez, l'analyse maintenant, ce que j'en retire, donc j'en suis ressorti, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une critique déguisée du monde moderne féministe ? Et alors là, de fil en aiguille, je me suis renseigné sur le développement tumultueux de ce Toy Story 4. Moi, j'étais au courant de rien, vous savez, vu que c'est un film d'animation, et vu que c'est Pixar, moi, je ne fais pas vraiment attention à chaque fois à qui réalise le film. Par exemple, Coco, je ne sais pas qui a réalisé. Je ne fais pas attention à qui a écrit le scénario, etc., etc. Sauf, sur Toy Story, je savais que c'était John Lasseter, le créateur, que c'était avec Andrew Stanton, les deux scénaristes d'origine, que John Lasseter a réalisé sur le premier, qu'il a co-réalisé sur le deuxième, et qu'il était encore scénariste sur le 3, et en fait, même sur le 4. Bref... Mais je suis pas allé voir le 4 en me disant « Ah, il y a telle personne dans l'équipe, telle personne, et je vais le juger en fonction. » Non, non. Je me suis dit « Bon, c'est un Pixar, c'est Toy Story, ils ont décidé de le faire, ça va être génial, ou peut-être que ça va être le film de trop. En tout cas, j'attends qu'ils me surprennent. » Et quand j'ai ressenti ça à la fin du film, je me suis dit « Bon, qu'est-ce qu'il y a déconné ?» Je suis allé sur Internet, et ça c'est vraiment bien qu'on a Internet pour tous les articles qui ont été archivés. Je ne savais pas que John Lasseter était parti de chez Pixar. Et vous savez pour quelle raison ? Je vous le donne en mille. Encore ce délire de mouvement MeToo, de mouvance féministe, il s'est pris du harcèlement sexuel sur la gueule. Alors attention, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est peut-être vrai, c'est peut-être comme Weinstein, c'est peut-être un gros porc qui a surabusé de son pouvoir au sein de sa boîte, au sein de Pixar, parce que vous savez que c'était le CEO, donc c'était la voix de Pixar, le visage emblématique de Pixar, le boss on va dire. Il était même chez Disney Animation, il était directeur artistique. Donc je me suis dit, il a dû faire un truc grave. Et en fait, quand je lis les articles consacrés sur lui, quand je vois en fait ce qu'il lui est reproché, apparemment, c'est des histoires qui relèvent de la cour de maternelle, un petit peu comme l'histoire qu'il y a eu avec James Franco, un petit peu comme l'histoire qu'il y a eu avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. Ce ne sont pas des histoires de viol, ce sont des histoires en fait où le mec a été un petit peu trop câlin avec certains membres, certaines personnes, et même apparemment une fête privée, où il a embrassé quelqu'un sur la bouche.
Bon, qu'est-ce qui nous dit que la personne n'était pas consentante? En quoi ça fait de lui un violeur? Vous me suivez? Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça dingue, en fait, maintenant, il suffit que quelqu'un dise voilà, cette personne a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, tout de suite on croit la supposée victime, et tout de suite on met au même niveau un violeur comme Weinstein, un mec qui a fait n'importe quoi, avec quelqu'un qui s'est peut-être montré un peu trop proche de ses collègues, ou peut-être qu'il a fait une accolade pas voulue, que certaines personnes ne voulaient pas. Moi, excusez-moi, moi je ne suis pas forcément extrêmement tactile avec des personnes que je connais pas, mais ça ne me dérange pas du tout si quelqu'un... Bon, vous voyez par exemple Marc Lavoine, quand je l'ai rencontré, il m'a fait la bise, il m'a fait une accolade, et je vais pas m'en plaindre. Moi je trouve ça super qu'il y ait des gens comme ça qui prennent les gens dans les bras, qui fassent la bise, qui soient chaleureux, qui transmettent de l'émotion, qui soient humains, qui soient là dans le présent. Si c'est juste un check, salut, merci, au revoir, comme des robots, je vois pas l'intérêt. Je trouve ça génial qu'il y ait encore des mecs comme ça. Je trouve ça aberrant qu'on puisse reprocher. Regardez ce qui s'est passé aussi au doubleur américain de Broly. Le doubleur américain de Broly, il a été évincé des doublages à venir parce qu'apparemment il se serait montré trop proche en convention, à serrer les fans contre lui. Et là en fait il a eu le soutien de tous les fans qui l'ont rencontré en convention, qui ont dit mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Moi je l'ai rencontré, oui il a été chaleureux, il m'a pris dans ses bras, mais à aucun moment ce n'était du harcèlement. Et donc John Lasseter, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, et en tout cas apparemment la justice américaine n'a pas saisi le truc, apparemment en plus il a très vite rebondi, il a trouvé un nouveau boulot chez Skydance, apparemment il n'y a pas de côté criminel dans ce qu'il a fait, vous voyez? Mais il a suffi qu'il y ait quelques trucs comme ça qui remontent, pour que du coup il quitte Pixar et Disney, qu'il soit viré comme un malpropre, mais alors là attention, on va en venir au vrai problème quant au développement de ce Toy Story 4. Donc là on va aborder un sujet quand même très très important que je trouve complètement hallucinant. Je suis allé voir Toy Story 4 vierge de toute info. Il y en a qui m'ont dit que c'était bien, d'autres pas terrible. 2 personnes en qui j'ai vraiment confiance se sont emmerdées. Je me suis dit ah putain ça sent pas bon. Mais bref, j'y suis allé vierge de toute info. Par contre, j'ai vu quelques trailers, j'ai vu 2-3 petites interviews. Il n'y a aucun moment, en fait, où John Lasseter, le père historique de la saga Toy Story, parce que c'est lui qui a créé le personnage de Woody, c'est lui qui a coécrit en tout cas avec Andrew Stanton le premier film, c'est lui qui a réalisé le premier film, c'est lui qui a co-réalisé le deuxième film, qui a écrit en partie le deuxième film, qui a écrit en partie le troisième film, et je n'étais pas au courant parce qu'il n'est tellement pas mis en avant dans la promo actuelle du 4, en fait on essaie de faire genre il a jamais existé, parce qu'attendez, oula, mouvement MeToo, harcèlement, etc. Vous inquiétez pas, chez Pixar on adore les femmes, on est féministe, et je vais y revenir, à mon avis c'est pour ça qu'on a une profusion de personnages lead féminins forts dans Toy Story 4. Donc, ils ont fait le max durant la promo pour faire genre, ce mec-là, on s'en fout, hein, Toy Story, c'est une entité indépendante de ce gars, il n'a rien fait sur Toy Story 4 en vérité. John Lasseter, c'est lui, avec 4 autres personnes, donc Andrew Stanton qui a toujours coécrit avec lui les Toy Story, et surtout Lee Unkrich qui avait coécrit et réalisé Toy Story 3, plus un 4e scénariste. En fait, le développement de Toy Story 4 a commencé à 4 scénaristes, donc avec tous ceux à qui on doit le succès, le talent, et l'émotion, la profondeur du 3e film. Et bah sachez qu'en fait, entre 2014 et 2017, il s'est passé plusieurs choses. Première chose, en 2017, John Lasseter, qui devait réaliser et co-réaliser le film avec un certain Josh Cooley, s'est écarté. En fait, en anglais on dit step down, en fait il n'est plus réalisateur, il n'a plus été réalisateur de Toy Story 4, alors qu'il devait le co-réaliser. C'est lui qui aurait dû être le patron de Toy Story 4. Et c'est lui qui avait coécrit le script original. Bref, je vais essayer vraiment de bien expliquer parce qu'il va falloir vraiment suivre ce qui s'est passé. Je trouve ça aberrant, mais ça explique le résultat complètement bancal qu'on a dans ce 4e film. Donc il devait réaliser, et finalement il dit non, finalement je le fais pas. La raison qu'il a employée à l'époque, quand tu lui as demandé finalement pourquoi vous ne réalisez pas Toy Story 4, il a dit parce que j'ai un poste très important chez Pixar, j'ai tellement de projets à gérer, je préfère me mettre en retrait et prendre quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc Josh Cooley, qui est finalement le seul réalisateur attitré de Toy Story 4. Mais en fait, c'était pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il commençait à y avoir des bruits de couloir, il commençait à y avoir des rumeurs comme quoi John Lasseter avait abusé de certaines personnes, et surtout qu'il avait eu des différends créatifs avec 2 scénaristes qui sont arrivés sur Toy Story 4. Et donc, après, il y a eu des articles qui sont arrivés sur lui, qui étaient évidemment, qui correspondaient au début du mouvement MeToo avec Weinstein, et là, ça a été la bonne occasion pour dire, bon bah mec, tu dégages, on n'a plus besoin de toi, et donc il est parti de toutes ses fonctions en juin 2018, où il n'a plus qu'un rôle de consultant,
Je suis en train de traduire l'article que j'ai lu de ma tête, hein. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Donc à partir de juin 2018, il n'était plus que consultant, et il est parti définitivement de Pixar Disney en fin de l'année dernière, donc vers novembre, décembre 2018, il a complètement quitté Pixar et Disney. D'accord ? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 2017 et 2018, en fait, au moment où il n'a plus été réalisateur de Toy Story 4, il était encore producteur exécutif. Donc producteur exécutif, c'est pas rien. Tu as un pouvoir décisionnel qui est très important. Et ça, je vais y revenir parce que du coup, John Lasseter, je pense que le message que j'ai entrevu, caché de Toy Story 4, c'est lui qui l'a implémenté. Et c'est ça, en fait, le sentiment que j'ai eu en sortant de la salle. Bref. Autre chose très importante à retenir, le scénario original de Toy Story 4 qui avait été écrit, donc je vous le rappelle, par John Lasseter, Andrew Stanton et Lee Unkrich, plus un quatrième mec dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom, ce scénario a été jeté à 75% à la poubelle. Et au dernier moment, en fait au moment où Josh Cooley a repris les rênes complètes avec une nouvelle poule de scénaristes, eh bien le scénario a été réécrit à 75%. Donc quid des 25% qui sont restés, c'est dur à dire, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Et quel est l'impact en tant que producteur exécutif de John Lasseter, qui est quand même le père de la saga, j'ai également ma petite idée là-dessus. Mais en tout cas, comment tu veux à l'arrivée, quand tu jettes 75% d'un scénario qui a été mûri, réfléchi pendant des années, et que tu dis au dernier moment « Ah, il nous reste 2 ans les mecs, et ben écoutez, on change 75% du scénario, on refait tout, vous inquiétez pas. » Et puis les originaux là, hein, Andrew Stanton, Lee Unkrich sur le 3. Alors Lee Unkrich, lui, apparemment, il n'est même plus crédité, j'ai pas compris. Apparemment, il n'est même plus responsable du tout du scénario. Sauf qu'il était bien mentionné dans les articles en 2014, même jusqu'en, je crois, 2015, 2016, voire même 2017, que c'était un des co-scénaristes, donc c'est lui à qui on doit, je vous le rappelle, la réa du 3 et la co-scénarisation, donc c'est pas rien. Et attention, nouveauté, on a appris, sur les 8 scénaristes en tout qui sont crédités pour Toy Story 4, oui, il y a 8 scénaristes, bon, dont finalement certains des scénaristes originaux, certains qui ont remplacé, et 2 qui se sont barrés. Je sais, c'est compliqué, c'était une usine à gaz ce projet, hein. De tout ce que j'ai lu, moi j'étais pas au courant encore une fois. Il y a eu 3 femmes dans la poule de scénaristes sur les 8, donc on me dirait c'est pas la majorité, il faut des femmes à l'écriture, pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous dire, le plus gros problème en fait quand je vois ça, c'est d'où tu mets 8 scénaristes, c'est pas possible, 8 scénaristes, vous vous rendez compte, il y a un problème. Après, du coup le film ressemble à une série de compromis, et c'est pour ça que j'ai eu ce sentiment devant ce Toy Story 4, c'est qu'on n'a pas affaire à une grande histoire, mais à un ensemble de petites histoires qui sont liées entre elles, qui forment une espèce de monstre de Frankenstein, un petit peu à l'image de Fourchette dans le film. Vous voyez, ça ne ressemble pas à grand chose. Ce n'est pas une grande histoire, ce n'est pas un grand message, sauf peut-être le message caché sur lequel je vais revenir. Et donc du coup on aboutit sur un produit qui a un rendu bancal. Et donc, dernier truc, et ça c'est peut-être une des infos les plus importantes que j'ai lues, il y a une femme et un homme qui se sont barrés lorsque John Lasseter était encore réalisateur et scénariste principal de Toy Story 4, qui sont partis du navire en citant non pas les problèmes de harcèlement sexuel, mais en disant qu'ils se sont barrés parce qu'ils sentaient que chez Pixar, et notamment John Lasseter, les femmes n'étaient pas assez représentées et les minorités non plus. Voilà. Donc évidemment, là on retombe dans tous les travers de ce qui s'est passé depuis ces dernières années au cinéma, c'est qu'on a une femme et un autre mec, qui était certainement féministe lui aussi, qui ont dit, voilà, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de lead féminin assez fort, vous faites n'importe quoi chez Pixar, John Lasseter c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui reste sur des vieux schémas, et vous n'acceptez pas la diversité, la nouveauté, le pouvoir aux femmes, etc. etc. Et finalement, ce qu'on voit dans Toy Story 4, je pense que c'est la résultante directe de ces plaintes, et également de l'éviction, volontaire ou involontaire, de John Lasseter à la tête de Pixar et à la tête de Toy Story 4. Donc là où ça devient intéressant, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qui est resté des 25% de scénario de Lasseter? Quid de son implication en tant que producteur exécutif? Comment est-ce qu'il a vécu ce départ précipité de chez Pixar et de son nouveau bébé, donc Toy Story 4? Et là, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai lu tous ces articles, en fait, quand j'ai rattrapé les news que j'avais complètement loupées, et quand j'ai associé ça à mon premier ressenti sur Toy Story 4 quand je suis sorti de la salle, je me suis dit putain, mais c'est bien sûr. En fait, John Lasseter, il est représenté de manière métaphorique dans le film par le personnage de Woody. C'est ça en fait. Parce que John Lasseter, c'est le père de Woody, c'est le père de la saga Toy Story. Donc, on peut voir l'ensemble du fond de Toy Story 4 comme la métaphore de ce qui s'est passé avec John Lasseter, c'est-à-dire un homme du passé, parce que vous savez que je crois qu'il a fin de la cinquantaine, début de la soixantaine. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a très longtemps chez Pixar, qui est arrivé à un poste très 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 haut, hein, le CEO, donc c'est le boss. Un petit peu comme Woody, est une figurine très ancienne, antique,
et qui était un petit peu le jouet emblématique, le visage et surtout la voix de Toy Story. Et a fortiori encore dans ce Toy Story 4, c'est le héros du film. Et là, vous allez voir que ça devient encore plus intéressant. Qu'est-ce qu'on voit en fait dans Toy Story 4 ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, par exemple, un truc que je trouve passionnant, le personnage de Dolly, dans la chambre de Bonnie. Qui c'est qui gère l'organisation maintenant ? Avant, c'était Woody qui était un petit peu le chef spirituel. Maintenant, c'est une femme. Place aux femmes qui vont organiser tout ça. Et là, on peut voir ça avec l'arrivée de 3 scénaristes femmes sur ce Toy Story 4, ce qui est inédit, c'était jamais arrivé dans la série. Les Toy Story 1, 2, 3 ont toujours été écrits par des hommes. Là, on a 3 femmes qui arrivent, donc il faut leur laisser un petit peu du pouvoir décisionnel et les représenter. Beaucoup plus intéressant encore, le personnage de Gabi Gabi. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une putain de métaphore sur le fait que les femmes puissent enfin maintenant se faire entendre ? C'est ça en fait, la transmission de la boîte vocale. Si on prend Woody comme étant la représentation directe de John Lasseter, sa version imagée, il remet sa boîte vocale à une poupée féminine, à une femme. Et donc elle peut enfin se faire entendre et vivre ses aventures. Et vivre enfin ses aventures alors qu'avant elle était au placard, elle était rangée dans le placard. Un peu comme beaucoup de femmes qui avaient des idées créatrices, qui se sentaient artistes, trouver, notamment sur ce Toy Story 4, que John Lasseter était un petit peu trop dans son truc à lui, qu'il n'était pas assez ouvert aux discussions, qu'il ne mettait pas assez en avant de lead féminin. Et bien désormais, via la transmission de la boîte vocale de Woody à Gabi Gabi, maintenant les femmes peuvent se faire entendre. Et c'est ce qu'on voit directement dans le film, c'est qu'on entend ces personnages féminins. Et alors là, on l'a bien représenté avec Beau la bergère, qu'on n'avait pas vu dans Toy Story 3, qui était avant un personnage assez en retrait, c'était un personnage très gentil, c'était la copine de Woody. Là maintenant, ce personnage, c'est la badass. C'est la femme qui a pris son destin en main, qui est devenue une femme indépendante, comme beaucoup de femmes maintenant se revendiquent être indépendantes, qui n'ont plus besoin des hommes, et qui limite en fait fait la morale à Woody. Elle lui dit « Mais attends, mais toi tu restes dans le passé, t'es resté en mode nostalgie, vis ta vie, développe ton libre arbitre. » En gros, c'est elle qui l'entraîne à la fin à la suivre. Vous voyez ? Donc ça encore, c'est une représentation. Là c'est vraiment le symbole ultime du féminisme dans ce film. C'est Beau la bergère. Après, c'est fait d'une façon à ce que ça soit pas non plus trop surligné. Vous voyez, c'est quand même acceptable parce que le personnage est quand même réussi. Et enfin, on a Jessie qui remplace à la fin Woody en tant que personnage emblématique, entre guillemets préféré, parce que je pense que le vrai personnage préféré, ça reste Fourchette, parce que c'est le personnage que la petite Bonnie a créé. Mais vous voyez qu'en fait, elle a remplacé Woody par Jessie, par sa représentation directe féminine. Et qu'à la fin, le choix ultime de Woody, c'est quoi ? Il a le choix en fait entre aller dans une nouvelle vie, suivre un petit peu un autre chemin, laisser un peu tomber le passé, laisser entre guillemets sa boîte, sa société, ce qu'on peut voir caractérisé par sa bande de potes avec laquelle il a passé plus d'une décennie, chronologiquement encore une fois dans les films. Qu'est-ce qu'il fait comme choix ? Et il délaisse son navire, sa maison mère, ses potes, pour sa nouvelle vie. Voilà. Représenté en plus par une femme, Beau la bergère. Et là, on pourrait faire le parallèle avec John Lasseter, qui laisse tomber Pixar, qui laisse tomber sa boîte, ses amis de longue date, ses collègues de longue date avec qui il a fait une grande partie de sa carrière. En fait, ce pourquoi on va le retenir, quand un jour il partira, c'est ce pourquoi on retiendra John Lasseter, c'est ce qu'il a apporté avec les films Pixar, avec les Toy Story, avec d'autres films auxquels il a participé. C'est totalement le choix de John Lasseter finalement, c'est de partir. Alors lui, ça lui était plus ou moins imposé parce qu'il y a eu des histoires d'harcèlement, mais finalement vous voyez que c'est lié à des femmes, comme finalement là c'est lié à une femme avec Beau la bergère. Alors peut-être que certains trouveront que je surinterprète, mais pour moi c'est extrêmement parlant. Pour moi, Woody, c'est John Lasseter. Alors après évidemment doublé d'un héroïsme extrême, qu'on ne va pas attribuer à John Lasseter si un jour on dit qu'il a vraiment harcelé des gens, etc., etc. Mais je pense que créativement, artistiquement, vu son implication dans le scénario original et vu son implication en tant que producteur exécutif, je pense qu'il a fait passer quelques messages cachés que peut-être d'ailleurs personne n'a grillé chez Pixar. Peut-être que certains ont vu d'un très bon œil le fait que soient enfin implémentés beaucoup de personnages féminins importants et forts. Mais peut-être qu'ils n'ont pas vu le message caché de fond que moi j'ai vu, qui est finalement pas un message féministe, mais plutôt un constat. C'est même pas une critique acerbe. Moi j'ai vu ça comme un constat de la société de maintenant. C'est qu'en fait Woody ne correspond plus aux attentes de cette société. En fait, de cet univers de cette petite fille. Il ne correspond plus. Il n'est plus là pour lui apporter quelque chose. Il peut encore lui apporter quelque chose de manière non égoïste, ce qu'il essaie de faire, parce qu'il a retenu les leçons des précédents films, encore une fois.
Toy Story, premier du nom, il délaisse ce côté égoïste. Et là, vous voyez bien que dans Toy Story 4, pour ceux qui ont vu de la dépression, une forme de jalousie, etc. de la part de Woody, non, pas du tout. Parce qu'il fait tout ce qu'il peut. Prenez la scène de la classe. Quand il suit Bonnie en classe, contre l'avis de tout le monde, et notamment de Dolly. Quand il suit Bonnie en classe, il fait ça de manière non égoïste. Il fait ça en fait pour le bien de la petite. En fait, il va l'aider à créer Fourchette. Fourchette qui va finalement devenir son jouet préféré. Et même alors que ça devient son jouet préféré, c'est le seul jouet Woody qui va faire un pur acte d'héroïsme en étant le seul à aller secourir Fourchette pour que la petite à la fin soit heureuse. Et donc là, ce qui va m'amener à mon autre degré de lecture, l'autre analyse possible que je vois avec ce Toy Story 4, c'est la relation en fait père-mère avec un enfant. Donc là, pareil, vous pourrez peut-être trouver que je suranalyse un petit peu. C'est possible, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous avez ressenti devant ce film, quel était le message de fond pour vous. Mais j'ai vu, parce que je me dis, si Woody, si on s'en tient uniquement au fait que c'est la représentation directe de John Lasseter, je pense qu'il y a ce message caché dans le film. Mais tous les actes héroïques, finalement, tout ce qu'il fait de manière désintéressée pour le bonheur de son enfant. J'ai vu un truc vachement intéressant, c'est la relation qu'ont les parents avec leurs enfants. Les parents en général ont tendance à faire tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Absolument tout. Mais il arrive que le couple ne s'entende pas, qu'il y ait des méthodes d'éducation différentes, et que finalement les parents en viennent un jour ou l'autre, plus après d'autres facteurs, hein, comme la lassitude, etc., à se séparer. Nonobstant, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour que l'enfant soit le plus heureux possible. Et je pense qu'on peut vraiment voir ça avec le personnage de Woody et la bande, parce que la bande, finalement, il y règne une ambiance très féministe, parce qu'encore une fois, c'est Dolly qui gère l'organisation, alors que Woody est plus sur des valeurs, j'ai envie de dire, typiquement masculines à la base, qui sont tout en train de changer de toute façon, parce que maintenant, on voit limite que des femmes ont plus de couilles que certains mecs, un Dark Shadow si tu m'entends, mais vous voyez que la société est en pleine évolution. Mais Woody, pour moi, caractérise un petit peu les valeurs qui font un homme, c'est-à-dire vraiment la droiture, l'honnêteté, la fidélité, le courage. Ouais, ça c'est ce qu'on attend en général d'un mec, c'est qu'il soit droit, qu'il soit courageux, etc., etc. Et on voit bien quand il va secourir Fourchette que c'est le seul qui a les tripes d'y aller, et il fait ça pourquoi ? Il fait pas ça pour lui, il fait pas ça pour sa gloire personnelle, il fait ça pour que l'enfant à la fin de la journée, il soit heureux, qu'il n'ait pas perdu son jouet préféré. Ça, j'ai trouvé ça beau quelque part, ça j'ai trouvé que c'était un beau message. Mais à la toute fin du film, ils se rendent quand même compte, puisque après le flashback, je parle dans l'introduction, ils se rendent compte que finalement, je crois que c'est Monsieur Patate, qui est peut-être une de ses seules lignes de dialogue, qui lui fait remarquer que Bonnie ne l'a pas pris 3 fois cette semaine. Il se rend compte qu'il n'est plus en phase avec ce petit univers, il n'est plus en phase dans cette entre guillemets société. Il ne correspond plus aux attentes. Voilà, il n'y correspond plus. Mais il essaie de faire ce qu'il peut pour que l'enfant soit heureux. Et à la fin, finalement, il fait le choix de se séparer de l'enfant. Il fait le choix de le laisser avec ce qu'on pourrait voir comme sa mère. Voilà, comme pourrait le faire un père dans le cas où un des deux parents demande la garde exclusive ou qu'un des deux parents va plus voir l'enfant que l'autre. On peut voir ça comme ça, on peut vraiment voir ça comme la bande qui est la femme et Woody qui est un peu l'homme. Voilà, et qu'à la fin, il fait le choix. Ça ne sert à rien de continuer à envoyer des signaux contraires, à avoir 2 méthodes d'éducation différentes. Ce qui importe finalement, c'est que l'enfant soit heureux à la fin de la journée, et si moi j'ai pu apporter quelque chose et transmettre quelque chose et transmettre les bonnes valeurs, eh bien dans ce cas-là tant mieux. Je pense qu'on peut avoir cette analyse qui est intéressante. Voilà. Maintenant le problème, je vais vous le dire, c'est que moi je me suis fait chier. C'est que durant les 1h40 du film, je me suis emmerdé. Voilà, je n'ai pas été diverti. J'ai trouvé qu'il y avait plein de trouvailles visuelles, il y a plein d'idées intéressantes. Si ces thématiques, si ces analyses que je viens de citer sont valables, sont valides et sont voulues par les créateurs, si c'est une véritable non-attention, et j'espère qu'un jour, John Lasseter, qui a été lâchement effacé entre guillemets de la promotion de ce Toy Story 4, ce qui est incompréhensible parce que c'est quand même à lui qu'on doit Toy Story, hein, 1, 2, 3, même le 3. Hein. Bien dans ce cas-là, si c'est une de ces non-intentions, je trouve que le film se rattrape. Mais je pense aussi que les 75% de scénarios réécrits, ça se sent, que ça tient par des bouts de ficelle, que c'est plein de petites histoires, mais qu'à la fin, moi, j'ai vu plein de petits sketchs, j'ai vu plein de trucs en fait qu'on pourrait voir post-générique, ou dans une petite mini-série télé, vous voyez, mais pas au sein d'un film. Moi, je voulais une grande histoire. Et je vais vous dire pour moi un truc qui aurait été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus marquant. Je me suis dit finalement, comment tu fais plus fort que Toy Story 3 ? Comment tu fais encore plus fort que Andy qui passe à l'âge adulte ?
bah, ça aurait été de montrer le propriétaire mourir. De montrer en fait Andy qui arrive à la quarantaine, cinquantaine, on lui diagnostique un cancer ou quelque chose, et qui va être amené à mourir. Et là, les jouets vont être directement confrontés à la mortalité des êtres humains. Ils ont été confrontés à leur propre mortalité dans les films précédents, dans le 2 et dans le 3 notamment, mais là finalement ça aurait été intéressant qu'ils soient confrontés à la mortalité de leur propriétaire, de leur ancien propriétaire. Et je pense qu'ils y viendront s'il faut un Toy Story 5 ou un Toy Story 6, je pense qu'ils y viendront. Et là ça parlera directement à ceux qui comme moi ont vu le premier film quand ils étaient gosses en salle. Là vous imaginez l'impact émotionnel. Vous vous retrouvez à 40-50 ans dans une salle de cinéma pour voir un Toy Story, Andy a un cancer ou Andy est devenu vieux, il va mourir. Là, les jouets, ils ont peut-être des petites traces d'usure. D'ailleurs, j'ai trouvé ça sympa. Il y a quelques petits détails dans Toy Story 4, là, le petit autocollant qui se décolle de Buzz, etc., etc. Mais ils sont pas assez abîmés, j'ai trouvé. Les jouets sont encore un peu trop flambant neufs. Ça aussi, c'est une volonté, vous voyez, marketing. J'aurais bien aimé voir plus de traces d'usure sur les jouets. Mais bon, bref. J'aimerais bien un Toy Story 5 ou 6, et c'est ce que j'attendais du 4. En fait, moi, je voyais que cette direction pour faire mieux. C'est Andy qui va mourir, voilà, et se rendre compte qu'en fait rien n'est éternel, qu'on va tous mourir, et qu'il faut faire du mieux qu'on peut dans notre temps imparti. Et ça aurait pu permettre de complémenter Toy Story 3, et finalement se dire, on a fait ce qu'on a pu pour le rendre heureux durant son enfance. Et vous imaginez l'impact émotionnel s'ils avaient fait ça? Ça aurait été énorme. Mais non, finalement ils ont fait un film divertissant pour toute la famille, avec un agenda féministe évident, ce qui moi maintenant me passe au-dessus de la tête parce que c'est le cas de quasiment tous les films de Disney. Puis globalement j'ai envie de dire la tendance actuelle, je m'en fous. Puis très bien s'il y a un public pour ça, si les femmes adorent voir ça, tant mieux. Moi je pense que ce qu'ils vont faire c'est perdre des gens comme moi petit à petit, parce que moi si la tendance maintenant c'est de mettre que des leads féminins, quitte à finalement détruire l'enjeu principal de ton film, c'est-à-dire qu'à la fin, quand t'as mis plein de persos féminins en avant, et quand t'as mis tes nouveaux persos pour vendre des figurines, pour amoindrir la chute, qui est que finalement il laisse tomber sa bande, qui ont été complètement absents du film, non, j'accepte pas. Parlez-moi, faites de l'art, mais ne faites pas du merchandising avec des agendas politiques à la con. Moi je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça, vous comprenez? C'est pour ça que Toy Story 4, c'est très bien fait. Il y a des gens qui ne verront pas ce que j'ai vu dans le film, et ça passera très bien avec eux, mais moi ça marche pas. La mayonnaise n'a pas pris, vous voyez? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça reste un film très bien fait, je pense avant tout destiné aux enfants, il n'y a pas de problème, je pense que les enfants globalement vont adorer le film, et ce seront les premiers à vous demander un fourchette en figurine, et croyez-moi que Disney et Pixar se feront des pépettes en or massif sur votre dos les babouins, hein. Bref. Au-delà de ça, je vais finir sur quoi? Oui, que je déteste me planter, non, plutôt que je déteste avoir raison sur certains trucs, mais Chris Stockman, j'ai regardé sa critique de Toy Story 4, pathétique quoi, pathétique, vu qu'il est américain je vais me permettre, mais franchement, il a refait son placement de produit pour une daube, il te met un A, et alors lui, tu peux être sûr qu'il va pas aller dans la profondeur du truc, il va t'analyser par-dessus la jambe et te dire c'était génial, avant-première, etc. Je gardais mon contact, mais c'est surtout les mecs. Je vais faire un mea culpa parce qu'il y a un gars sur lequel je me suis complètement planté, j'ai vu une critique, je vais le citer, Dirty Tommy. Je le voyais, écoutez, moi franchement j'avais vu 2-3 vidéos, je l'avais pas vu d'un bon oeil parce que j'ai l'impression de voir un Julien Chiesbis, voilà. J'avais l'impression de voir un Julien Chiesbis et je n'étais pas client. Donc je ne me suis jamais permis de le citer, parce que je voulais pas lui faire de la mauvaise pub ou envoyer des gens l'insulter, etc. Non, pas du tout. Je vais plutôt en faire de la pub, j'ai écouté son avis sur Toy Story 4 et je suis on ne peut plus d'accord sur ce qu'il dit, parce que j'ai le même ressenti sur le manque d'enjeu à la fin. C'est que finalement, les jouets, ils sont laissés complètement en retrait pendant tout le film. Donc à la fin, oui, t'y crois plus. Il l'a dit, c'est un avis sincère, c'est une critique sincère, et je vois quoi? Je vois un quart ou un tiers de dislike pour un avis putain de sincère. C'est ça qu'il faut faire. C'est la sincérité qu'on veut sur YouTube. Moi, quand j'écoute une critique, je veux ça. Donc là, je dis oui. Donc ce mec-là, moi, que je me suis planté, je me dis, ah bah tiens, dans le futur, je vais peut-être aller voir ses critiques. À l'inverse, bon là, il y a un mec que je vais pas citer parce que je vais pas lui faire une pub de merde. Il a l'air très sympathique au demeurant. Il y a quelqu'un, vous allez le reconnaître, mais je vous demande de pas être méchant, etc. Mais ce que je trouve terrible, alors là, vous avez que des likes, vous avez que des gens qui sont tombés les deux pieds joints dedans. C'est de la promo déguisée, interview des mecs, le film est génial, c'est magnifique les babouins, c'est incroyable. Et c'est la fête du cinéma. Les mecs, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous savez, moi j'ai un seuil de tolérance et je crois qu'il faut vous rendiez compte, pour ceux qui sont un peu dans la vente, marketing et tout, qui abordent YouTube comme du marketing,
Non, quoi, ça marche peut-être auprès des gamins, mais non, au bout d'un moment, quand le mec a sorti en plus de la fête du cinéma, allez-y, c'est incroyable. Non, 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 les gars, faut être honnête, faut dire ce qu'on pense. Faut que ça, au moins, si ça peut avoir un intérêt, les critiques, en plus de détendre les gens, c'est de les conseiller bien, quoi, c'est d'être sincère au bout d'un moment. Bon, alors, si vraiment, après, il y a des gens qui ont sincèrement aimé le film, je peux comprendre parce que c'est super bien fait techniquement, etc. Peut-être qu'il y en a qui ont été touchés par le fait que Woody fasse chemin à part à la fin, c'est possible. Bon. Moi, pour moi, quand on voit le 3, quand même pas le même niveau émotionnel, hein, loin de là. Et je crois surtout qu'il y a... Alors vraiment, Chris Stockman, c'est... il est là en critique mondiale, je vous l'avais dit, pour moi, c'est le pire des vendus. Faut être honnête, quoi. Faut poser ses coups sur la table, faut dire, voilà, honnêtement, ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est de ce Toy Story 4, et d'autres films, a fortiori. Bref, voilà, je conclurai là-dessus, messieurs, sans méchanceté, mais je suis dépité de voir que quand on fait un retour sincère, on peut se manger du caca en retour de certaines personnes juste parce qu'on a été sincère. À l'inverse, quand on fait un peu le faux cul, quand on vend des trucs, alors là en plus Chris Stockman qui te fait du placement de produits dégueulasse, que des likes. Tout le monde est content, tu mets un A, on caresse bien la fanbase dans le sens du poil, on garde des bons contacts, on s'assure l'avant-première qui va venir, etc., etc. Dommage quoi, dommage que YouTube se pourrisse petit à petit par ce genre de pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, du reste, messieurs, j'ai vu ce qui est certainement le meilleur film de l'année, pour l'instant en tout cas, le meilleur film que j'ai vu depuis Spider-Man New Generation. Donc là, évidemment, je ne parle pas de Toy Story 4, je parle d'un film coréen. De quoi je parle, messieurs? J'en parlerai dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un retour. Vous avez de la chance parce qu'en général, vraiment, je ne parle pas de tous les films que je suis allé voir au cinéma, mais là, le film est tellement génial, il faut que j'en fasse une vidéo et je ferai de la pub pour Lucas. Je vais lui faire maintenant, d'ailleurs je mettrai le lien sous la description de la chaîne. Il a fait une excellente critique du film que j'aborderai demain ou après-demain. Voilà, messieurs, sur ce, c'est mon avis de connard. Je vous remercie de votre fidélité des retours. Et je vais vous encourager à aller voir la critique de Dirty Tommy sur Toy Story 4 qui est très intéressante, qui est sincère, et de le bombarder de likes pour remonter le truc parce que franchement, quand je vois ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal de livrer un avis sincère et de se prendre des retours pareils. D'accord. Et à l'inverse, que tu vois des mecs qui t'offrent un rendu tout lisse, pas sincère, et qui te... Comprenez ce que je veux dire? Ça a le don de m'énerver. Bref, messieurs, très bonne soirée à tous. Passez une excellente fin de journée, une excellente soirée, une excellente matinée, hein, si vous levez le matin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.